Cours, électricité d'entretien, industriel, explication et présentation par Rothman Gabardi. Information sur le métier, définition du métier d'électricien, de maintenance, industriel. Normes et règlements. Comme vous le savez tous et comme on l'a déjà vu dans l'article. Danger de l'électricité et prévention. Les machines électriques tournantes. Le but assigné à une machine électrique tournante est une transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. On va voir les dangers et les menaces que toute personne peut rencontrer, et spécialement nos chers électriciens. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre les mesures préventives à prendre avant tout risque et même les mesures de sauvetage après un accident électrique. Transformateur électrique, rôle et processus. Découvrez dans cet article le rôle, le fonctionnement et l'utilisation du transformateur électrique. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Définition du métier d'électricien, de maintenance, industriel. L'électricien de maintenance industrielle est un technicien. Il sera employé pour effectuer des travaux de maintenance. Dans les cadres des entreprises industrielles, installer des canalisations électriques conducteurs, boîtes et accessoires, installer et entretenir des équipements industriels luminaires, machines tournantes, transformateurs, circuits de signalisation, circuits pneumatiques et hydrauliques, et son champ d'intervention donc est assez large. L'électricien de maintenance industrielle travaille en principe en équipe sous l'autorité d'un chef responsable du groupe de maintenance. Hydraulique et son champ d'intervention donc est assez large. À l'intérieur des locaux, ces ouvriers travaillent dans des positions incommodes, soit penchés, accroupis, sur des échelles ou sur des échafaudages. Leur travail comporte aussi de risques d'accidents et de blessures. Réception de l'information relative au métier et à la formation. La connaissance du métier et de la formation représente une source de motivation importante pour le stagiaire en regard de son projet de formation. Afin d'éviter de fausses attentes, il est primordial pour le stagiaire d'obtenir une vue réaliste et objective sur l'état des choses. Pour répondre à toutes ces questions concernant le choix d'orientation professionnelle, il faut lui assurer les conditions convenables de réceptivité d'informations, organiser des rencontres avec des professionnels du métier qui peuvent créer un intérêt approfondi, créer un climat favorable de dialogue entre les professionnels et les stagiaires qui va augmenter la concentration sur les problèmes discutés, utiliser les supports audiovisuels qui vont stimuler l'attention des stagiaires et faciliter la perception de l'information, diviser les stagiaires en groupes de discussion dans lesquels ils auront l'avantage de communiquer son point de vue et écouter celui des autres. Veiller sur le bien-être physique et psychologique des stagiaires. Repérage de l'information. En lisant l'objectif de ce module, on remarque l'importance accordée à la recherche d'informations. Pour s'informer, il faut avant tout savoir ce que l'on recherche et après déterminer où et comment chercher les renseignements dont on a besoin. La réponse à la question on recherche quoi amène à l'élaboration d'un plan de recherche dans lequel on discerne les points importants. Il est très utile de les ranger selon leur subordination dans le problème pour pouvoir se concentrer sur les points à retenir. Une fois les points notés, il faut trouver une manière simple de prendre des notes. Par exemple, on peut utiliser un cahier dans lequel attribuer un nombre de pages dûment marqué à chaque question du plan élaboré. Le plan va aider le stagiaire plus tard dans l'élaboration du rapport car la manière de présenter et de structurer les notes déjà peut être répétée dans la préparation du rapport. 1. 4. Moyen de recherche d'information. Le moyen, le plus ancien, de s'informer et de passer de porte en porte et de poser les questions. Sans le nier directement, il faut tout de suite remarquer que cette façon de faire prend beaucoup de temps. Dans le siècle de Tim Monet, on aime procéder par des moyens plus rapides. Pour recueillir rapidement de l'information, on vous suggère quelques moyens. Lecture. Louisiane Lecture est un moyen de recueillir des renseignements puisqu'on peut lire à son rythme, lentement ou rapidement selon le sujet. On peut aussi écrire des notes et prendre le temps de réfléchir. On peut lire des articles et des annonces dans les journaux et des revues, des ouvrages spécialisés en électricité de maintenance industrielle. Observation et critique constructive. L'observation permet de voir d'autres aspects de la réalité, radio, télévision, Internet, cassettes vidéo, visite d'atelier.
Examiner une situation ou un document d'une façon critique, c'est exercer son jugement et chercher à retirer le maximum d'informations de ce qui se présente à vous. Cette attitude critique doit être adoptée face aux informations et au contenu des documents qui seront donnés, en regardant un film et même en centre de formation au terme du programme de formation de la filière. Car les employeurs d'aujourd'hui cherchent des techniciens capables de porter un jugement critique sur le travail qu'ils font et qui n'hésiteront pas à suggérer des solutions intelligentes aux problèmes qui se présentent. Les techniciens doivent donc non seulement maintenir une attitude critique concernant leur travail, mais doivent également être en mesure de recevoir et de transmettre l'information en communiquant efficacement avec les divers intervenants du milieu dans lequel ils évoluent. Communication des rencontres avec des spécialistes du secteur électrique et plus particulièrement avec des anciens stagiaires actuellement en exercice dans des entreprises, vous permettront de saisir de nouvelles facettes du métier. Par ailleurs, pour conserver les informations, on peut utiliser quelques moyens pratiques, soit, petit carré noir, lire une première fois le texte afin d'en prendre connaissance et une deuxième fois pour bien comprendre les idées nouvelles. Petit carré noir, prendre un stylo marqueur pour mettre en évidence ce qui vous semble important dans le texte. Ceci vous aidera à retrouver rapidement les informations. Petit carré noir. Écrire des remarques en marge. Petit carré noir, faire des résumés. Définition des termes tâches. On appelle des tâches les actions qui correspondent aux activités principales à accomplir dans la profession. Elles ont généralement un effet direct et mesurable sur les produits ou les résultats du travail. Elles sont le quoi du métier. Opérations. Les opérations sont les actions qui décrivent les phases de réalisation d'une tâche. Elles correspondent aux étapes des tâches. Elles sont reliées surtout aux méthodes et aux techniques utilisées et aux habitudes de travail existantes. Elles permettent d'illustrer surtout des processus de travail. C'est le comment de chaque tâche. Sous-opérations. Les sous-opérations sont des actions qui décrivent les éléments d'une opération. Elles correspondent aux sous-étapes d'une tâche. Elles permettent d'illustrer les détails du travail. Exemple de quelques tâches relatives au métier de l'électricien de maintenance. Exemple à interpréter des plans, des schémas et des devis identifiés sur des plans, des symboles. Reconnaître les différents symboles identifiés sur les plans, des organes et des éléments, des dimensions, des jeux et des tolérances, des composants électriques, électroniques, pneumatiques, électropneumatiques et hydrauliques et électrohydrauliques. Reconnaître les éléments et les organes de machine. Interpréter les schémas de base électrique, électronique, pneumatique, électropneumatique, hydraulique, électrohydraulique. Décrire le fonctionnement des schémas de base. Recueillir l'information dans un devis. Chercher de l'information dans des devis. Reconnaître les termes techniques. Exemple 2. Installer et raccorder des commandes à très basse tension. Interpréter le plan et utiliser le devis. Distinguer les différents types de commandes et de relais et leurs usages. Repérer les renseignements inclus dans les normes liées à l'installation de commandes à basse tension qui sont fournis dans les tableaux, les sections, les articles et les définitions. Déterminer les principaux symboles et composants d'un plan d'installation de commandes à très basse tension. Planifier l'installation. Utiliser les notions d'analyse de circuit nécessaires à l'installation de commandes à très basse tension. Tracer des croquis et des schémas électriques d'installation de commandes à très basse tension. Préparer l'équipement, l'outillage et le matériel. Fixer les boîtes et les relais. Décrire les techniques de fixation des boîtes et des relais. Installer les canalisations. Associer les divers types de conducteurs aux diverses commandes. Décrire les méthodes d'installation des conducteurs de commandes à très basse tension. Effectuer les raccordements électriques. Décrire les méthodes de raccordement des diverses commandes. Fixer les dispositifs et vérifier leur fonctionnement. Décrire les techniques de fixation des divers dispositifs. Mettre des systèmes de commande sous tension. Entretenir des circuits de commande à très basse tension. Décrire les méthodes d'entretien des circuits de commande à très basse tension. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Exemple 3. Installer et entretenir des transformateurs. Interpréter le plan et utiliser le devis. Reconnaître les différents types de transformateurs, leurs composants et leurs matériaux de fabrication.
Discerner les risques possibles pour l'environnement associés aux matières utilisées dans la fabrication des transformateurs. Distinguer les caractéristiques électriques des transformateurs monophasés et triphasés, à vide et en charge. Repérer les renseignements des normes en vigueur liées à l'installation des transformateurs. Déterminer les principaux symboles et composants d'un plan d'installation de transformateurs. Planifier les installations. Utiliser les notions d'analyse de circuits monophasés et triphasés nécessaires à l'installation des transformateurs. Déterminer la section des conducteurs utilisés en fonction de la charge raccordée. Reconnaître les éléments de protection contre la surintensité nécessaires pour l'installation de transformateurs. Préparer l'équipement, l'outillage et le matériel. Discerner les mesures de protection individuelles et collectives applicables avant l'installation de transformateurs. Distinguer les règles de sécurité à respecter pour la manutention de transformateurs. Localiser et fixer les transformateurs. Décrire les méthodes de fixation des transformateurs. Effectuer les raccordements électriques. Vérifier la polarité des transformateurs. Reconnaître les divers types de raccordements de transformateurs. Décrire les méthodes de raccordement des transformateurs, de la charge et des conducteurs de mise à la terre. Effectuer des raccordements de conducteurs de la mise à la terre à l'aide de la méthode de soudage. Vérifier le fonctionnement maître des transformateurs sous tension. Entretenir les transformateurs. Décrire les méthodes d'entretien des transformateurs. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Exemple 4. Installer et dépanner des moteurs et des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Interpréter les directives, les plans et les manuels techniques. Distinguer les types de moteurs et de génératrices à courant alternatif. Reconnaître les composants des machines rotatives et des génératrices à courant alternatif. Expliquer le fonctionnement des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Interpréter les renseignements inscrits sur la plaque signalétique d'un moteur et d'une génératrice à courant alternatif. Expliquer le fonctionnement de différents dispositifs de commande de moteurs et de génératrices à courant alternatif. Reconnaître les dispositifs de protection des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Repérer les normes en vigueur liées aux moteurs, aux génératrices et à leurs dispositifs de commande. Reconnaître dans des plans les symboles de moteurs, de génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Planifier l'installation. Installer des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Expliquer les méthodes d'installation. 4 à 4. Vérifier le fonctionnement. Poser un diagnostic. Distinguer les sources de problèmes dans un dispositif de commande de moteur ou de génératrice à courant alternatif. Dépanner des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Sélectionner les composants de remplacement. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Poste de travail. On appelle poste de travail l'aménagement particulier d'un lieu permettant l'accomplissement de tâches professionnelles. Marché du travail. Service à pourvoir. L'électricien de maintenance industrielle est susceptible d'être embauché par toute entreprise assurant l'installation et l'entretien des équipements industriels, ce que constitue une grande partie de l'activité de l'ensemble de l'industrie. D'excellentes perspectives d'emploi se présentent à ces ouvriers. Ils peuvent œuvrer pour des petites ou moyennes entreprises ou créer leur propre entreprise. Dans le secteur privé, pour le travail effectué, l'électricien de maintenance industrielle aura un salaire pouvant varier du SMIC jusqu'au salaire négocié au départ avec l'employeur. Si ce dernier est recruté par un organisme d'État, il recevra un salaire mensuel fixé par les lois en vigueur. Au cours de son parcours, l'électricien de maintenance industrielle requiert de l'expérience qui lui permettra de l'avancement et de la promotion dans sa carrière. Conditions d'entrée sur le marché du travail après la réussite aux examens de fin de formation passés selon les modalités fixées par l'Office de formation et de la promotion du travail loi en vigueur. Ces stagiaires devenus lauréats de l'Office pourront commencer par la recherche d'un emploi ou un stage de pré-embauche. Pour le stagiaire, il est très important de savoir établir un CV et réussir un entretien d'embauche. Le CV peut être établi soit en arabe, soit en français. Il doit mentionner nom, prénom, âge, adresse, photo. Le CV est accompagné d'une photocopie de la carte nationale et des diplômes, ainsi que d'une lettre de présentation mettant en relief les diverses motivations pour le poste.
Le formateur doit établir un exemple de lettre de présentation ou fournir des copies aux stagiaires. Pour l'entretien d'embauche, il faut des séances de simulation avec les conseils d'un psychologue de l'AD. R. H. Principales règles permettant de discuter correctement en groupe. Le groupe, à commencer par la famille, occupe une place importante dans l'expérience de chacun. Dans un contexte de travail, les réunions représentent des occasions de communication en groupe. Le succès d'une réunion débute par une bonne préparation tant du responsable que des participants. Les rôles d'animateur et de secrétaire représentent un apport très important dans l'efficacité du groupe et la satisfaction des participants. Le remue-ménage brainstorming et le groupe nominal sont représentatifs de ces nombreuses techniques de travail en groupe. Celles-ci sont de plus en plus utilisées dans les entreprises pour encourager la participation optimale des employés et atteindre la qualité totale. Le processus de communication comprend 5 composants principaux: l'émetteur, le message, le récepteur, le code, la rétroaction. Metteur est celui qui transmet ou demande de l'information. Au cours d'une discussion, cette personne communique des renseignements, donne son opinion et interroge ses collègues. Pour s'acquitter convenablement de son rôle, elle s'efforce d'être objective et accepte que la perception de ses collègues diffère de la sienne. Processus de la communication FIG. 1. La perception est dite sélective parce qu'elle est intimement liée aux besoins, à l'expérience et à la culture de chacun individu. Dans ce contexte, un événement, une personne ou un objet quelconque peut être perçu et interprété de différentes façons par diverses personnes. Conscient de l'influence du phénomène de la perception, l'émetteur s'applique à différencier l'effet de sa perception afin que la communication soit efficace. Ainsi, il distingue l'information qu'il transmet de l'opinion qu'il donne. Message. Le message verbal comprend l'information transmise et demandée et l'opinion donnée. Au cours de la discussion, vous transmettrez de l'information lorsque vous renseignerez vos collègues sur les résultats de votre exploration. Les renseignements fournis devront porter exclusivement sur des faits et être exempts d'interprétation. Par ailleurs, vous émettrez votre opinion lorsque vous ferez part à vos collègues de votre interprétation des faits ou de sujets de la discussion. La demande d'information peut prendre la forme d'une question fermée ou d'une question ouverte. La première se traduit habituellement par oui ou non et freine la communication. La seconde, au contraire, alimente la discussion. Ainsi, pour favoriser la communication, vous aurez tout avantage à utiliser les questions ouvertes. Récepteur. Le récepteur est celui ou celle qui reçoit l'information et l'interprète silencieusement. Pour remplir correctement ses fonctions, cette personne doit, par son comportement, manifester une écoute active. Ainsi, au cours d'une discussion, elle est attentive aux messages transmis, regarde l'émetteur, évite de l'interrompre, lui transmet des signes d'approbation et prend de notes au besoin. Code. Le code permet la production et la conversion du message. On le considère généralement comme le moyen utilisé pour transmettre l'information ou la façon de la faire. Au cours de votre discussion, le code sera la langue que vous utiliserez, la terminologie propre au métier d'électricien d'installation. Afin que vos collègues vous comprennent bien, vous devrez soigner votre langage et utiliser des termes français justes. Danger de l'électricité et prévention. Salut chers internautes et fans de l'électricité. Dans ce nouvel article, on va voir les dangers et les menaces que toute personne peut rencontrer et spécialement nos chers électriciens. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre les mesures préventives à prendre avant tout risque et même les mesures de sauvetage après un accident électrique. Quel courant électrique supporte l'être humain? Des situations classiques sont rassemblées dans le tableau suivant. Le facteur temps n'est pas indiqué, plus le temps de passage du courant est long, plus les conséquences sont graves. Les dangers. Électrisation. Le courant ne peut passer que dans un circuit électrique fermé. Normalement, il circule du réseau conducteur de phase, 230 volts via la prise et le câble électrique jusqu'au récepteur et revient au réseau conducteur neutre. Si l'isolation d'un appareil électrique ou d'un câble d'alimentation est endommagée, le boîtier de l'appareil défectueux peut alors être sous tension.
Si l'utilisateur entre en contact avec le boîtier ou si une personne touche directement le conducteur de phase de la prise de courant ou un fil de phase dénudé, le courant essaie de retourner au réseau à travers le corps humain et la Terre, car celle-ci est reliée au conducteur neutre. L'intensité de ce courant dépend de la résistance du corps humain, de la peau, des vêtements et du retour à la Terre. Voir les valeurs du tableau suivant. La résistance du corps humain dépend, entre autres, de la tension employée, du parcours du courant à travers le corps, de la taille, de l'état physique, et de la personne électrisée. D'après le tableau ci-dessus, le courant électrisant peut évoluer dans une grande plage. Étant donné le nombre de facteurs sur lesquels il est quasiment impossible d'agir parcours du courant dans le corps, humidité, et le hasard joue donc un rôle important. Prévention primordiale, conducteur de protection, un troisième fil, le conducteur de protection jaune-vert, relie à la Terre les éléments métalliques que l'on touche sur un appareil électrique par exemple, boîtier. Il est amené dans la prise de courant via la borne centrale. En temps normal, il ne conduit pas de courant. Si, suite à la détérioration de l'isolation dans l'appareil, le boîtier se trouve être sous tension, le circuit électrique sera alors fermé par le biais du conducteur de protection. Il en résulte un courant de court-circuit IK, très élevé selon les circonstances, qui actionne le fusible ou le disjoncteur de protection des conducteurs. Le circuit électrique est alors interrompu en quelques fractions de seconde max 0,4 secondes. Le boîtier de l'appareil n'est plus sous tension et le risque d'une électrisation est évité. Toutefois, une brève électrisation est malgré tout possible avant que le fusible ne fonde. Surisolation. Les appareils munis d'une surisolation disposent, outre l'isolation fonctionnelle, d'une isolation supplémentaire. La protection contre les défauts d'isolation s'en trouve doublée. Ces appareils ont une fiche bipolaire et ne doivent pas être raccordés à un conducteur de protection. Ils sont signalés par un carré double. Si, dans la pratique, par exemple dans le cas d'ATI électrique portatif, la surisolation est recouverte de limailles, de poussière métallique ou de saleté, cela peut s'avérer très risqué pour l'utilisateur. Surisolation ne signifie pas étanchéité. Dispositif de protection à courant différentiel à résiduel DDR. Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel DDR coupe le circuit électrique en 0,3 secondes maximum, dès que le courant de retour circulant dans le conducteur neutre est inférieur au courant passant dans le conducteur de phase et que la différence entre les deux atteint une valeur déterminée. C'est le cas lorsqu'au cours d'une électrisation, un courant de défaut supplémentaire IF retourne au réseau via une personne et le sol. Il existe des disjoncteurs DDR avec des courants de déclenchement de 10 ou 30 mA 300 mA pour la protection incendie. Leur emploi est obligatoire dans certains domaines, par exemple, sur les chantiers, pour toutes les prises de courant 32 A. Certains modèles de disjoncteurs DDR peuvent être intégrés dans des boîtes de distribution électrique ou des prises et servir également d'adaptateur ou de prise pour raccorder le cordon d'alimentation d'un appareil ou une rallonge. Tout dispose d'un bouton de contrôle permettant de tester régulièrement par exemple 2 fois par an le déclenchement correct du disjoncteur. Depuis que l'utilisation des disjoncteurs DDR est obligatoire, le nombre d'accidents électriques a diminué de façon significative. Malgré tout, il subsiste des situations où les effets de la protection sont défaillants, et l'emploi d'un appareil électrique dans une baignoire isolée peut se révéler mortel, si le courant qui circule à travers la personne revient via le conducteur neutre et non via la Terre, en tant que courant de défaut. Transformateur de séparation et très basse tension de sécurité, dans un réseau électrique. Le conducteur neutre est relié à la Terre pour des raisons techniques. Par conséquent, si une personne entre en contact avec